c'est quand même vraiment que les gens ne l'aiment pas. Effectivement. Alors tiens, petit instant entracte. Psychodélique a une question à te poser. Mais il est de retour. Oui, Ouais, je suis pour vous revenu. jouer un mauvais tour. Oh là. C'est psycho. Non, parce que je viens de terminer une vidéo, je suis en train de l'uploader, je vous écoute et d'un coup vous parlez d'un truc, ouais, et d'un coup tu dis c'est son meilleur ami. C'est quoi cette histoire des meilleurs amis? Meilleur ami de quoi? Mais il y a un moment tu parlais de meilleur ami. Faut resituer. Justement, moi j'ai pas compris. Alors on parlait de quoi justement? On Meilleur parlait ami, de... c'est un député Ah, voilà, des Français à l'étranger. Meilleur Habib, c'est moi qui ai parlé de meilleur Habib. Ah, meilleur Habib. Habib. Ah putain, pardon. Meilleur Habib, j'aime bien parce que Meilleur Habib, c'est le premier mec qui m'a fait dépasser les 100 000 vues sur une vidéo. Meilleur Habib, j'avais fait une vidéo sur lui en 2016 et 15 et qui était le 10e épisode qui d'ailleurs était... Et du coup c'est devenu ton meilleur Habib. C'est devenu mon Meilleur Habib. Il est d'accord Non que mais Meilleur ça, Habib, il est bon, mais Meilleur Habib, c'est un... il mériterait un procès en espionnage, ce type. Pardon. Oui, voilà, oui, Ah, mais c'est elle a parce que raison. c'est notre meilleur Habib, on peut pas se permettre. Oui, Quand même, c'est parce que Ordalie c'est au féminin, mais Oh là là. oui, Sandrine Rousseau elle craint peut-être, mais elle est moins insipide et amère, elle a du goût. Bah oui, elle a du goût, oui, au moins. Enfin, Rousseau, l'autre con là, c'est Jadot, c'est l'enfer, c'est le technocrate européen, c'est vraiment le fonctionnaire européen standard, quoi. C'est-à-dire que normalement, c'est fait pour travailler dans un bureau à Bruxelles. Il n'est pas fait pour avoir une caméra sur lui. Il est fait pour remplir des papiers, faire des interventions devant 20 personnes. Il est pas fait pour... Non, et Meilleur Habib, c'est un député français franco-israélien, mais qui est le VRP d'Israël en France, quoi. C'est vraiment... Le mec ne vient à l'Assemblée que pour parler d'Israël, quoi, si tu veux. D'accord. Et du coup, Roussel... Et puis c'est délirant, quoi. Vous avez balancé les armes chimiques sur une trentaine d'enfants. Non, vous mentez, antisémite, 29. Ah bon, d'accord, excusez-moi, c'est des déclarations délirantes, quoi. Le mec est fou, enfin, mais il est ouais, et puis bourré de toc, complètement hystérique. Après, ça fait pareil, hein, je pense que c'est des gens qui 9 interactions sociales qu'ils ont sur 10 dans leur vie, c'est des insultes qui se prennent. Donc après, est-ce qu'on peut se mettre à la place des gens? Mais il m'inspire pas vraiment la compassion, puisqu'il l'accorde pas vraiment aux autres. Donc, ouais, je viens de voir à quoi il ressemble. Je t'ai envoyé un MP, Zio, tu pourras voir. Okay. Mais du coup... c'est la malhonnête, un peu. Bah en fait, je vois une photo au hasard. Je vois une photo au hasard en tapant oui, d'accord, j'ai eu peur. Oui, c'est lui. Et on dirait MJ racisé. Pardon, je viens de lire en même temps, pardon. Oui, il y a un petit air, c'est vrai qu'il y a comment dire. Bon, attendez, tu peux mettre la photo, franchement, tu mets la photo pour que ça comprenne. Pardon. Ouais, après. Ah merde. Non, mais là, sur la photo que je suis arrivé au hasard, c'est MJ racisé, quoi. Alors, on va pas calmer les dramas, hein. Putain. Alors, du coup, ouais, pour Jadot, mais Roussel, du coup, t'as ton analyse très rapide sur Roussel. Fabien Roussel est un épiphénomène. Je te redire exactement la même chose que j'ai dit l'autre jour chez Pouch. Il faut arrêter de dire que Roussel c'est la vraie gauche. Ce n'est pas la vraie gauche. D'accord. Pour la 1000e fois, c'est les restes politiques de Jean-Luc Mélenchon. On a un mec qui monopolise 90% de l'électorat de gauche et on a les autres. Voilà. Et Roussel, c'est pas la vraie gauche. Roussel, c'est un type qui essaye de récupérer tous les électorats que Mélenchon a sacrifiés. Ah oui, d'accord. Et c'est pourquoi il n'y a aucune cohérence politique, intellectuelle chez Fabien Roussel. C'est plus un fond d'antiracisme culturel. C'est pour ça qu'il va pouvoir te dire justice pour Adama et 2 jours après manifester avec les flics. Pourquoi? Parce que les flics sont une catégorie politique rejetée par Mélenchon et qui veut il fait que de la récupération, quoi. Exactement, c'est juste un opportuniste. Les gens théorisent. De toute façon, on théorise sur les 3/4 des politiciens pour essayer de trouver leur ligne politique, alors que dans les 3/4 du temps, c'est juste des putains d'opportunistes. C'est pour ça que le mec va te dire le wokisme, l'islamo-gauchisme, c'est de la merde, liberté d'expression, hashtag on peut plus rien dire. Et puis, 2 jours après, il va chez Aziza demander, tu vois, en même temps, un durcissement et un élargissement de la loi Guesso. Et ça n'a aucun sens, tu viens de dire il y a 2 jours on peut plus rien dire, et là tu nous demandes de renforcer la loi la plus liberticide de ces 50 dernières années. Pourquoi? Parce qu'il a à la fois besoin
des laïcards anti-woke qu'il essaye de récupérer, mais en même temps, il a besoin de l'électorat juif qui est parti de chez Mélenchon parce qu'à cause des problèmes d'islamo-gauchisme. Donc il a besoin des deux, donc il fait les deux. Mais sauf que ça tient pas ensemble. Donc c'est juste un patchwork des restes de Mélenchon. Mais comment ils font pour vivre au quotidien avec des contradictions comme ça en fait Parce que je viens de tourner une vidéo là sur Dany Caligula. Comment il s'est rase et justement j'étais là. Ouais. Il vit comment il vit, je sais pas moi. Je sais pas comment il vit. T'as 30 000 balles par mois qui tombent pour les dire tes conneries, oui ou non. Quand tu les as, je peux te dire. Ouais, mais même si t'as de l'argent et toute la notoriété, au bout d'un moment, c'est. Non, mais ça doit peser au bout d'un moment. Tu dis, il y a quelque chose qui va pas. Ça pèse, j'en sais rien moi. Il y a un mec qui est président de la République et qui a théorisé le en même temps. Alors ça laisse des portes ouvertes. Si aujourd'hui tu peux finir président de la République en racontant tout et son contraire, ça motive pas vraiment les gens à changer de comportement. Hein. Alors j'ai une question de clown intelligent qui demande. Greg, l'abstention, ce n'est pas du marinisme pour Trouillard ou s'abstenir car on est pour Marine et on ne l'assume pas, petit abstentionniste. Voilà, petite question qui m'a été posée en don. L'abstentionnisme, c'est une hypothèse. Alors je sais qu'il y a des gens avec lesquels là-dessus. Moi je suis abstentionniste. J'ai une position qui évolue. Moi j'étais très abstentionniste. C'est ma position de base. C'est-à-dire que c'est pas une fin en soi. Pour moi l'abstentionnisme, c'est que quand il y a une élection, je pars du principe de base que ma position de base est une position abstentionniste, modulo le fait d'être convaincu ou modulo des circonstances particulières. Mais ma position de base, voilà, c'est comme t'es plutôt film d'amour ou film de karaté. Bon, ouais, je suis plutôt film de karaté, mais je vais faire une exception. Voilà, c'est le principe. Il faut surtout pas être fermé là-dedans, sinon c'est absurde. Et il y a des gens comme Philippe Pasco, on s'est un peu écharpé dans une interview qui va sortir, et c'est un ami, donc j'espère qu'on en reparlera, qui lui me dit non, la position, elle est l'abstentionnisme, c'est de la merde. Donc je peux comprendre. Si tu veux, c'est pas une position de. C'est pas une position de lâche, c'est une position de base. Et il y a des gens qui disent que c'est une position de merde parce qu'il faut jouer toutes les cartes. Et je le comprends. Alors attention, faut voir ce qu'on entend par abstentionnisme. Il y en a qui vont considérer que s'abstenir, c'est aussi voter blanc. Oui. Moi, je vote blanc, je considère que l'abstention, le vote blanc n'est pas l'abstention. Ouais. Donc, oui, effectivement, si tu considères que l'abstention englobe le vote blanc, il y en a qui pourront comprendre plus la position abstentionniste. Mais je n'ai vraiment, en fait, je pense qu'ils ont trop déconné pour qu'on puisse nous vendre l'argument moral, en tout cas, de la nécessité du vote. C'est-à-dire que le coup il y a des gens qui sont morts pour, allez vous faire enculer. Donc est-ce qu'après telle ou telle circonstance exige ou implique que des gens fassent des votes? Ça c'est quelque chose, mais ils sont allés trop loin pour que l'on puisse se dire ah mais vous vous rendez pas compte la chance qu'on a alors qu'il y a des pays où les gens se battent pour... Surtout qu'en plus le mythe de on s'est battu à la Révolution française pour le droit de vote, c'est faux. On s'est pas battu pour le droit de vote à la Révolution française, c'est piston. Donc il n'y a pas de gens qui sont morts en fait pour le droit de vote en soi. Enfin, oui et non, mais en France c'est pas réellement vrai historiquement. Donc je ne vais pas faire la morale aux abstentionnistes, pas du tout, non. Enfin, certainement pas. Bah, moi je m'abstiens, moi à titre personnel, je m'abstiens parce que je veux un ras-le-bol général. En fait, j'ai l'impression qu'il y a aucun vrai gars qui est honnête en fait, et ils font tous de la récupération un peu à gauche à droite pour avoir un poste, et ça s'arrête à ça en fait. Et t'as l'impression que les électeurs c'est juste des numéros, et ça donne absolument pas envie. Il faut pour moi quand même avoir au moins l'intérêt pour les programmes, c'est-à-dire qu'au moins s'intéresser au programme des candidats, avoir une position abstentionniste par défaut alors qu'on les a pas lus. Mais je comprends même encore les gens qui disent de toute façon ça fait 30 ans qu'ils nous entubent donc ils appliqueront pas. Mais je pense que tu peux au moins quand même t'intéresser au programme. Ouais, à la limite en disant... Ah non, c'est faux d'ailleurs, j'ai pas ouvert le programme d'Anne Hidalgo. Après, c'est toujours pareil, c'est le programme, tu vois le programme de Star Citizen et puis tu vois ce qu'il en est. Ça tient jamais en fait. Mais... c'est juste un ras-le-bol parce que de 20 ans à gauche à droite, tu dis ouais ça va aller mieux si on vote pour machin, ça va faire ça, si on vote pour truc, puis au final ils viennent au pouvoir, puis c'est toujours pareil, et puis ça changera rien. Et au final, peu importe. Ils ont pas les manettes. Donc... Mais du coup, il y a quelqu'un de vraie gauche. C'est quoi la vraie gauche? Bah justement, ça c'est la grosse vidéo de Tatiana Ventos, j'avais regardé. C'est quoi la vraie gauche, qui était une très bonne vidéo de ce sujet. Mais du coup, tu me dis Roussel pas bon, Jadot pas bon, mais je veux dire, actuellement, il y en a un qui peut sauver les meubles. J'ai pas dit pas bon.
J'ai dit, il faut arrêter de dire que Roussel, c'est la vraie gauche ou que c'est le communisme historique. Oui. Je ne crois pas un seul instant que Georges Marchais eût été favorable à un élargissement de la loi Guesso. Non. Mais voilà, mais tu dis qu'il est incohérent dans ses actions. Mais est-ce qu'il y en a un, parce que moi je suis pas tout ce bordel, est-ce qu'il y en a un qui est à peu près cohérent en fait dans ses actions? Cohérent. Hein? Poutou est cohérent. Philippe Poutou est cohérent. Ah, Poutou, oui. Arlette Laguillet est cohérente. Olivier Besancenot, quelque part, est cohérent. Modulo, cette incompréhension fondamentale de cette gauche-là à comprendre le lien entre baisse sur les salaires et immigration, mais bon, ce qui n'est pas une fin en soi comme argument en tant que tel. Mais à part quelques en fait, incohérences théoriques, historiques, c'est des gens qui sont cohérents. Roussel est bien moins cohérent que Philippe Poutou, et même bien moins cohérent quelque part que Mélenchon. Parce que Mélenchon, on pourra dire qu'on n'aime pas sa ligne, mais dans la ligne alternative qu'il construit par rapport, et je le maintiens, qui n'est pas du tout celle de 2017, la nouvelle ligne qu'il propose a une cohérence globale dans sa totalité. Roussel, c'est très patchworké, c'est très bizarre, enfin, c'est relativement incompréhensible. Moi, j'ai du mal à comprendre le côté on défend les travailleurs mais la valeur travail, on défend la liberté d'expression mais la loi Guesso, on défend Adama et les flics, on défend l'antiracisme et pas le wokisme, on défend la liberté individuelle modulo certaines religions. J'ai du mal à capter son truc. J'ai du mal à capter son truc. Sur le plan théorique, j'ai du mal. En fait, la vraie gauche, c'est très compliqué parce que des gauches, il y en a eu 3. C'est un gâteau à 3 étages, la gauche. Il y a une première gauche qui est la gauche libérale née des guerres de religion et de la Révolution française, qui est une gauche individualiste, humaniste, d'une gauche philosophique aussi, pour qui la priorité c'est la liberté individuelle et ce sont les questions institutionnelles et démocratiques. Puis tu as une deuxième gauche qui est la gauche des ouvriers, la grande défense. La gauche historiquement n'avait pas vocation à défendre les ouvriers et le prolétariat. Et puis ensuite, qui s'approprie, et elle a raison de le faire, cette lutte-là. Et puis on a maintenant une troisième gauche qui est idéologiquement en vogue depuis les années 70 et qui est une gauche qui s'investit beaucoup plus dans le sociétal et qui est une gauche contemporaine dont tu te moques relativement souvent et qui est plus présente aujourd'hui. Donc c'est un gâteau à plusieurs étages. On peut pousser, il y a même une quatrième gauche avec les indigénistes et Dany Raz et tout ça qui pousse pour une homophobie soft. Ouais, mais pour moi, c'est plus de la gauche. Pour moi, c'est plus de la gauche. C'est de la droite. La planète qui revient de l'autre côté, quoi. Je sais pas si tu as vu leur débat où ils s'étonnaient qu'à gauche, ils pouvaient plus reprendre la question juive et l'antisémitisme. Je dis, what the fuck, au bout d'un moment. What the fuck. Non, mais pour moi, c'est des gens qui ont fait le tour. Donc, non, mais c'est ça. Ils retournent aux origines. C'est pour ça ils sont à l'extrême droite. C'est de la provocation. Bien, je me sens de gauche parce que parmi les auteurs, parmi les idées, parmi les influences et parmi aussi les choses que je souhaiterais faire du point de vue de la société, j'ai majoritairement des positions qui ont été défendues historiquement par la gauche plutôt que par la droite. Donc le circonstanciel de notre époque, vous en faites ce que vous voulez, mais sur une échelle de temps, j'ai le droit, comme dirait l'autre, de me définir de gauche. Et parce que la majorité, et puis comme l'avait dit très intelligemment Kali lors d'un live, la dernière fois où il a dit un truc intelligent, Greg a demandé un débat avec Portoflip, c'est important et c'est vous voulez savoir si un mec est de gauche ou de droite, vous lui dites demain t'es au pouvoir, qu'est-ce que tu fais? Et moi je ne pense pas que la réquisition des logements vides soit une valeur de droite. Je ne pense pas que le SMIC à 1500 € soit une valeur de droite. Je ne pense pas que l'interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices sont une valeur de droite. Je ne pense pas que l'affirmation d'avoir le droit d'avoir la sexualité, la religion, l'orientation politique de son choix soit une valeur de droite. Je ne pense pas que... Alors, bah si, aujourd'hui, peut-être une conception étendue de la liberté d'expression, théoriquement non, soit une valeur de droite. Mais tu vois, là, ça commence déjà à s'écharper. Je ne pense pas que donner une importance aux problèmes écologiques et aux enjeux écologiques soit spécifiquement une notion de droite. Si tu veux, sur le temps long, voilà, moi je veux bien que tu me trouves un candidat de droite qui te dit demain il faut réquisitionner les 300 000 logements vides qui existent en France avec l'armée et les filer à des SDF. Ça, je ne crois pas que tu le trouveras. Mais il y a des gens qui vont te dire que ma position sur les aquagender est plus importante pour me définir. Bon bah écoute, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Et tiens, il y a une question sur la droite et la gauche, c'est la liberté. Est-ce que c'est une valeur de gauche ou de droite du coup? Non mais là on arrive à la vidéo de Julien Rochdy là.
où il t'explique que La liberté, c'est un le concept. capitalisme est une valeur de gauche parce qu'il a mal digéré Kluskar. Non, Ouais. non, attendez. Non, mais en plus, ça, c'est leur take en ce moment aux mecs de droite, c'est d'aller expliquer que le capitalisme, en fait, c'est une idée de gauche parce que la consommation et le plaisir post-68 art, c'est une idée de gauche et que du coup, le culte de l'individualisme et de la consommation, c'est un truc de gauche. J'en peux plus, cette espèce de take, parce que c'est juste parce que c'est des mecs qui sont à droite et comme tous les mecs de droite, le seul mec de gauche qu'ils ont lu, c'est Kluskar. Et que donc, un peu de Kluskar et un peu de Michéa. Ils ont mélangé les deux. Une poignée de sel de Bégodeau quand ils se sont perdus à 2h du mat et ils arrivent à ce truc là. Mais en fait non, parce que ce qu'ils critiquent c'est pas la consommation, c'est le consommateur. Donc forcément, on retombe de... c'est très facile de... Bien sûr que non, le capitalisme n'est pas une idée de gauche. Là, tu me demandais quoi? Qu'est-ce qui était une idée de gauche? La liberté? Ouais. Ouais, c'est la Enfin, c'est liberté. Zioglo qui La demandait. liberté, ouais. La liberté, est-ce que c'est un concept? Alors pour moi, c'est un concept, par exemple, qui est creux, et j'ai l'impression que liberté, c'est même pas un truc qu'on peut employer pour un parti de droite ou de gauche, tu vois. Mais après, ça, c'est mon avis. Historiquement, dans les grandes caricatures à l'échelle du temps long, ceux qui ont mis en avant la liberté individuelle et qui ont dit qu'elle était prioritaire sur l'ordre, l'autorité et la tradition, c'est la gauche. Après, aujourd'hui, eh ben écoutez, si vous avez envie que ce soit l'inverse, ce sera l'inverse. Voilà, mais il y a des gens qui vont dire que t'es un rouge-brun. Et je suis pas un rouge-brun. C'est je me fous en fait du. Il y a une, tu vois, autant il me chambre souvent. J'ai vu la dernière vidéo de Anal Génocide où il cite justement Schopenhauer, où il laisse les choses, il laisse le temps faire son œuvre. Il dit je vais pas avoir, je sais plus comment il dit, je vais pas m'abaisser à lire des auteurs qui sont pas au moins morts depuis 150 ans. Donc en fait, je m'en fous des dernières conférences de Dany Heraz, de Rokhaya Diallo et de l'autre, la post-soralienne qu'ils ont interrogée. Je m'en tape en fait de ces délires-là. Je m'en fous, littéralement. C'est pas des choses qui te préoccupent, quoi. La gauche, elle se pense sur le temps long. Et encore une fois, je ne pense pas que les quelques délires théoriques de certaines personnes qui se revendiquent à gauche aient été soit suffisamment pertinents intellectuellement et suffisamment été développés dans le temps pour pouvoir se permettre d'estimer avec autant d'arrogance qu'on puisse balancer aux chiottes ce qui a été la gauche pendant un siècle et demi. Je crois que c'est trop tôt. Que là, en fait, non, Sandrine Rousseau ne peut pas se permettre d'éradiquer intellectuellement les penseurs de la Révolution française. Sandrine Rousseau ne peut pas éradiquer Rousseau. En fait, ce n'est pas possible. Donc il va falloir un peu de temps. Déjà qu'elle a du mal à éradiquer Sardine Ruisseau. Ah, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué pour elle, la pauvre. Non, mais après, c'est vrai que Sandrine Rousseau ne représente pas la gauche. Hein, dit t'es surtout brun. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tu peux juste vite fait, rouge-brun, c'est quoi? Si c'est pas de tes mots du siècle, qu'est-ce que ça veut dire? Brun, qu'est-ce qui dans mes idées est historiquement de droite et ils veulent pas que tu sois ils veulent pas que tu sois de gauche. Ils veulent pas que tu sois de gauche, c'est tout. C'est juste qu'ils veulent pas. Si tu fais de la provoque des fois, tu fais des blagues et du coup ils se disent ouais non mais c'est pas assez clair et comme t'es pas sur la ligne habituelle, ça les emmerde. Quelqu'un peut me donner une définition en 2 phrases de rouge-brun? J'ai toujours rouge-brun, un gars qui se fait passer pour un gauchiste mais qui va sur la ligne plutôt de l'extrême droite en réalité. C'est très simple. C'est Dany Heraz. Vulgairement c'est ça. Bah, j'aurais plutôt dit rouge-vert, mais bon. C'est pas faux. Non, mais c'est ça le problème, ouais. Vas-y. Non, c'est tout. C'est juste que je comprenais pas. En fait, c'est un ninja, quoi. Ça existe. En fait, t'as des rouges-bruns. C'est des gens qui vont. En fait, c'est un peu. Même Sora est un peu une forme de. Mais c'est quoi l'idée? L'idée, c'est quoi? C'est les rabatteurs devant les sex shops et. Des rabatteurs pour eux-mêmes, ouais. En gros, ils prennent un peu cette confusion entre la droite et la gauche. Vas-y, Greg. Je sais pas ce que veut dire rouge-brun. Employer des termes cohérents. Alors dites que je suis de gauche conservatrice, si vous avez envie. Mais arrêtez de dire rouge-brun, qu'est-ce que veut dire ce truc? Déjà, pour être rouge, faudrait être marxiste. Je ne suis pas marxiste. Donc... Bon, excusez-moi. Vas-y, J'ai une petite définition du rouge-brun, d'où ça sort historiquement. Je vais donner des crédits, je crois que c'est grâce à Boris et Échelon, on avait parlé de tout ça. De base, ça vient du parti... comment ça s'appelle, du parti national communiste entre guillemets. C'est les Nazbol en fait, c'est les national bolcheviks, voilà, qui ont commencé dans les années 30 entre l'Allemagne et la Russie, et leur drapeau c'est littéralement les couleurs du drapeau nazi avec la faucille et le marteau. Ça vient de là, les rouges bruns qui sont vraiment un mélange entre du nationalisme et du communisme. D'accord. Sur la page Wikipédia du national bolchevique,
on trouve cité Alexandre Douguin aux côtés de Soral. Et là, je fais oula, qu'est-ce qui se passe Voilà. D'accord. Donc, c'est Soral ça- était considéré un peu comme ça aussi. Ok, mais historiquement, mais ça a plus aucune valeur en fait aujourd'hui dans l'échiquier politique et tout. Enfin, Non, il y a- c'est des éléments de c'est- langage en fait. c'est- Des éléments c'est de vrai, mais langage il y a- qui servent et qui reviennent en fait un peu au goût du jour. Aujourd'hui, on veut parler des confus. En fait, les confus, c'est une façon de dire rouge-brun et c'est une gentille manière de dire t'es un facho, mais même si t'es de gauche quoi. Mais c'est un terme qui n'a plus lieu d'être. C'est comme si tu sais, tu te bats dans la rue, et ouais, t'es un poilu, mais il n'y a plus de tranchées, il n'y a plus de poilu. Enfin, c'était un truc il y a 70 ans. Ouais, mais la politique se base aussi sur des trucs très anciens. T'as plein de marxistes encore. C'est comme l'appellation de fasciste. Alors, tu t'y étais assez mal Oui, c'est pris, Zio, dans Oui, cette non, histoire de. C'est moi. J'ai forcé, ouais, j'ai ouais, forcé. c'est pas moi. Là, j'ai forcé. Mais après, voilà, mais bon, ça joue avec les mots. Alors, moi, j'ai joué avec les mots aussi. fascisme au bout d'un moment, mais il y a aussi des définitions historiques Et du fascisme. Mussolini, C'est pas quoi. simplement l'Italie des années 30. Oui. C'est c'est quoi la finalité historique c'est quoi la finalité historique à chaque fois du fascisme? C'est d'être le bras armé du capital. C'est-à-dire au bout d'un moment, ce sont des gens qui vont avec des barres de fer tabasser des ouvriers au nom pour le patronat. Point. Au nom il y d'une avait ça, identité ouais. nationale. C'est exactement ça, au bout d'un moment. Le fascisme, par exemple, c'est cette extrême droite qui collait les affiches de Giscard. Tu vois, au bout d'un moment, le fascisme, c'est un certain nombre de choses. C'est un rapport anti-parlementariste. C'est être une force armée militante violente qui fait des ratonnades d'ouvriers. Je veux dire, au bout d'un moment, C'est vrai que j'avais pas Il y en a pensé plus, au côté il y en a plus, ouvrier. il y en a plus des J'avoue que c'est ratonnades pas un truc que d'ouvriers. j'ai pas pensé aux ouvriers. Moi, j'étais plus sur le côté effectivement, parce que vu qu'ils étaient beaucoup sur la race, moi j'étais là en mode ouais, mais le fascisme c'est pas la race. C'est pour ça qu'ils parlent de facho. Oui, Putain, c'est insupportable ce terme de facho. Ça veut... Mais en fait, il a bien dit, hein, ils avaient bien dit quand même que nazi, facho, c'est la même chose pour eux. Et moi, je leur dis non, mais en fait, à droite, le spectre de la droite est tellement large qu'aujourd'hui, un néo-nazi et un mec qui se revendique fasciste, c'est vraiment pas la Mais en même fait- chose, quoi. Mais vraiment, quoi. Enfin, Alors, me semble-t-il. Hein. Après, il peut y avoir des points communs, des points d'intérêt politique et tout, mais Moi, c'est pas le même, enfin, c'est pas le même axe, quoi. Du coup, Oui, moi, je le bon, prends après, plutôt c'est sous le des connards. spectre. C'est quoi Oui, tu sais, je dis pas que c'est des gens bien, c'est pas ce que j'ai dit. Juste Moi, dit. je le une prends. catégorie Voilà. supérieure qui les englobe sont des sales cons. C'est ça, Voilà, c'est très donc, particulier. Et Club de l'Horloge, par exemple, on est sur quelque chose de plus de fasciste que de nazi, par exemple. Quoi. Et très très libéral, justement. C'est pas pour rien qu'il de l'esquin extrêmement libéral et qui déteste toutes sortes de prolos parce que vous êtes des miséreux, quoi. Enfin, allez vous faire foutre dans l'idée, quoi, pour lui. Vas-y, Psycho. Non, mais moi j'allais dire, moi l'insulte facho et nazi et tout ça, je le vois un peu par le spectre, tu sais, un peu progressiste ou woke, c'est-à-dire que ils te sortent ce mot, il n'y a plus aucun argument, ils sortent ce mot, en gros ils te déshumanisent, ils te sortent, t'es méchant, et en gros ça légitime, c'est bon, ils peuvent t'insulter, ils peuvent se moquer de toi, ils peuvent te dire ce que tu veux en fait. C'est juste ils te sortent du truc. Et c'est devenu un réflexe. Ça crée un Lui, de toute façon, c'est un référentiel, en facho. fait. Si t'es un Ça fait un facho, référent, lui c'est un t'es facho, c'est forcément bon, tu peux le raciste, dégager. t'es sûrement sexiste, t'es sûrement... Et on peut te tu vois, dans des défoncer, on peut te- discriminations. Moi, ouais. par exemple, tu vois, quand mon compte a sauté de Discord, Badmu, je dis ah bah ça me surprend pas qu'il saute son compte. Et après, tu sais, il dit les raisons, donc tu sais, des Ouais. groupes protégés, machin et tout. Il fait bah c'est pas étonnant venant de lui. Moi, harceler des gens, ah là t'abuses quand même, frère, quoi. Je veux dire, encore, je veux bien qu'on me dise que je sois maladroit, que je peux être un peu con, que je dis des bêtises, que je fais des dérapages, y a pas de problème, tu peux me dire plein de trucs, mais genre que j'harcèle les gens là, c'est. Il disparaîtra aussi vite qu'il est né. Non mais Voilà, même c'est d'autres, tu vois, même des calis ou quoi, qui se posaient des questions. Et tu vois, tu te dis, mais comment se fait-il que même des gens que je connais, tu vois, puissent se poser des questions de ce genre-là, alors que, enfin non, enfin faut le démontrer dans ce cas-là, enfin mais vraiment, et puis pas genre juste, voilà, moi si vous le démontrez, y a pas de problème, mais là, non, c'était une dinguerie. Et malheureusement, Psycho, quand je disais justement, à force de le traiter de nazi, ce que je disais à Moufette et à Pantouf, c'est genre, après Pantouf, c'est pas lui forcément qui avait pris ce rôle-là à l'époque, mais il y a plein de gens qui l'ont traité de facho, qui ont dit qu'il était dangereux et tout, bah ça crée une sorte de mouvement où ouais, il fait que de la réactance et c'était pas bon en fait pour qui que ce soit. Et ça veut pas dire que, et c'est même pas conscient, c'est ça le pire. C'est pour ça que les gens qui disent ouais mais il est conscient forcément tout le temps. Non, c'est que des fois sur la réaction tu vas faire un truc mais tu le calcules pas quoi. Moi quand j'ai réagi face à Kali, j'ai pas calculé. Quand je fais le débat avec Mul, je suis en mode une excitation, c'est rigolo tu vois, mais je suis pas en mode calcul absolu et tout de ce qui va être dit, comment, machin. Et heureusement en fait, parce que c'est un humain. Et même comme toi Greg ou quoi, hein, quand ça réagit sur Twitter et tout, on n'est pas toujours ultra objectif. Et encore heureux. Donc ceux qui font croire qu'ils sont ultra rationnels comme certains, c'est pas possible quoi. Vas-y. Il y a des trucs que je comprends pas. Là, il y a quelqu'un dans le chat qui me dit Greg ne se rend pas compte qu'il est plutôt très à droite. Donc déjà, je me rends pas compte. Très Bon, à droite. Plutôt très vous à droite, abusez, c'est-à-dire que t'es au premier tiers. J'aimerais qu'on m'explique comment on peut être plutôt très. Bon, ça, faudrait qu'on m'explique. Très Tu à- vois, mais et à là, droite, tu c'est- ouais, vois ça bien abuse. qu'il y a un problème pour définir ton truc. Plutôt Je très peux- à droite. Bah, Ça t'es veut au dire tiers à droite. Alors très. Patrine, tiens. Je peux intervenir. Patrine, Je peux intervenir vas-y. là-dessus, ouais, Profite ouais. de l'occasion, vas-y. Mais je vois Mais pas, Nickel, les gars, je vois pas. Moi, Parce qu'on n'est pas matrixé, quoi. Je vais me mettre, même s'il en a rien à foutre, en solidarité avec Greg.
Parce que j'ai exactement le même problème. Je vais vous dresser en 2 mots. Moi, je suis un gauchiste. Je me considère comme un gauchiste. Je suis dans les 1% des salaires en France. Je travaille. Et tu fais pas de dons, oui. toi? Ah bah elle est belle la France. Non, je rigole. Non, mais t'as raison, tu fais bien de le rappeler. Je t'offrirai une tasse. Vas-y. Bah, je vais faire ça. Je suis marchand de tapis maintenant. Je suis devenu marchand de tapis. J'amènerai une tasse à Greg aussi. Je suis souverainiste, plus ou moins, parce que moi, quand je vois les conneries qui se passent, quand je vois que je peux pas redémarrer une centrale nucléaire, qu'on m'a fait fermer Fessenheim, juste parce qu'en face, les Allemands, ils se sont fait niquer un travail de sap et de spin doctor par les Russes et par Greenpeace, et nous, on est comme des cons et on suit la tête dans le sac comme des cons avec notre élite la plus bête du monde depuis 40 ans. Ça m'énerve, tu vois. Et je dis, bah, qu'ils aillent se faire foutre. De temps en temps, j'ai envie de claquer la porte de l'Europe, même si je sais que stratégiquement, c'est mauvais. Et quand je regarde un peu les choses, je dis bah non, j'ai beau être racisé, je suis pas d'accord avec les conneries de certains groupements musulmans, ça me dérange. Je suis plutôt un laïcard, je suis un fils d'immigré, mais moi j'ai été élevé par l'école de la République, j'ai eu la chance de pas payer mes études, j'ai réussi à m'en sortir parce que t'as des profs de gauche qui m'ont sorti de mon quartier, qui m'ont dépaysé dans un lycée de bourgeois. Et ça, je le sais, donc fondamentalement, je suis de gauche, et quand je dis, bah attendez les gars, là ce que vous racontez, c'est bien sympa le sociétal, mais je tiens juste à rappeler qu'à l'époque de la Rome antique, les esclaves se définissaient par la liberté de baiser avec qui ils voulaient. Quand vous êtes là et qui vous dites on veut niquer, on veut machin, on veut être trans, sachez que ça, vous le donnez pour les pays, pour les gouvernements, c'est facile, et pendant ce temps-là, on se pose pas les bonnes questions, quoi, sur les gens quand chient la tête dans le sac. Et vous vous comportez comme des esclaves à la romaine, en fait, mentaux. Pardon? T'es vénère. Mais ok, j'entends la colère de la ça m'énerve gauche. parce que du coup, comme c'est eux qui ont une putain de caisse de résonance, ouais. J'ai l'impression... Bah c'est eux qui tiennent le pavé pour l'instant. Ouais, et du coup, quand t'es gauchiste, on t'assimile à ça, donc du coup, eux, ils sont tellement dans leur délire que si t'es de gauche, mais que t'es pas comme eux, c'est que t'es pas de gauche. Mais ils sont cons ou ils sont cons? Par contre, je sais pas comment t'as fait pour te définir aussi rapidement. T'as un putain de cocktail. Alors pour résumer, quand t'es laïcard, souverainiste, racisé, de gauche, anti-Europe mais pas trop, pro-nucléaire et dans les 1% de salaire, c'est un cocktail. Ça me ressemble, sauf les 1% de salaire, mais c'est pas très loin sinon. J'aimerais bien avoir tout en commun, ce serait pas mal. Bah, tu sais, on gagne pas beaucoup, donc en France les salaires sont pas très élevés. Ça va 1%. Ouais, mais les 1%, c'est quoi les 1%? C'est quand même une sacrée. Voilà, c'est pas. C'est au-dessus de 6000. Ah oui, ça va vite. Ouais, ça va. Ça peut aller. C'est-à-dire que là, j'ai deux 1% dans mon Discord, c'est magnifique. Les 1%, on va vous appeler comme ça. On va vous appeler comme ça. C'est comme les moins de 10K, voilà, les 1%. Son live qui maîtrise pas. Mais il va nous faire foutre. On laisse pas les gens, on a le droit. Subman, tu voulais dire quelque chose? Oh, rien, je voulais juste dire que Patrine était pauvre. Mais tout. oh quel bâtard! Zefenauer! Non, mais si, je suis pauvre, Mais oui, mais toi tu l'acceptes en plus. Toi tu dis que c'est pas beaucoup. Non, mais c'est. Après, c'est vrai qu'on avait dit l'autre fois, on avait dit 10 000 euros. Moi, ce qui me rend fou, c'est que je sois au 1% en fait. Avec ce que je gagne, ce qui me fait chier, c'est que je suis au 1% avec ce que je gagne. Ça m'énerve. Et en même temps, ça me fait chier parce que d'un autre côté, je me définis pas parce que les gens en dessous de moi sont dans la merde et du coup, je me dis ah, c'est bien, j'ai réussi ma vie. Ça me dérangerait pas, moi, dans les 90%, parce que. Moi j'aime bien niveler par le bas plutôt que par le haut. Non mais donne-moi de l'argent alors si tu veux niveler par le bas, y a pas de problème. Moi d'abord tu n'as pas fait de contenu Zefenauer, fais d'abord tes tasses. Alors avant de faire les tasses Zefenauer, bonsoir, tu voulais dire quelque chose à Greg ou à Psycho ou les deux? En fait sur le clivage gauche-droite, Greg, je comprends pas que tu aies du mal à comprendre le glissement qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'en fait la gauche et la droite ne sont qu'un comparatif à un instant T et non pas des valeurs absolues et intarissables. Et en fait aujourd'hui la mentalité globale, pas le vrai spectre politique, tend fortement vers la gauche. Même pour la personne qui ne comprend et ne connaît pas la politique, on entraîne les gens à avoir peur de parler de certains sujets, même pour les défendre. Et donc aujourd'hui, en fait, être traité ou catégorisé de droite, c'est ce qu'on appelle tout couramment avoir du bon sens ou parler vrai. Et ça regroupe autant les Gogol 88 d'extrême droite qu'en fait ce qu'on appelait dans le temps la gauche raisonnée ou la gauche rationnelle, qui aujourd'hui s'appelle officiellement l'extrême droite. Comme tout ce qui est encore plus à droite. Tu vas pas aussi loin dans la caricature. Je vois pas pourquoi tu dis que j'ai du mal à le comprendre. J'ai expliqué moi-même que historiquement ça voulait pas dire grand-chose, puisque la gauche ça a été une succession d'au moins 3 gros mouvements politiques, 3 grosses idéologies. Donc. Mais alors je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es stupéfait du fait qu'on te dise que tu es plus à droite. Non, que tu es à droite, voire d'extrême droite. Non, ce qui me stupéfait, c'est que j'attends qu'on m'explique dans les idées que je défends, quelles idées
quels propos sont historiquement peuvent me qualifier à droite. Même actuellement. Sur le fait de l'échiquier. Qu'on puisse dire que j'ai circonstanciellement des idées de droite au vu de l'époque actuelle et de la façon dont les paradigmes politiques bougent, ça je peux l'entendre. Mais qu'on me dise il est de droite, justement, pour la raison que tu viens de dire, je trouve ça absurde. C'est absurde, mais c'est pourtant la manière dont le monde marche. Du coup, en fait, ce n'est pas si absurde, c'est la norme. Ce qui est absurde, c'est avoir du bon sens. Nous avons perdu le bon sens. Et après de dire que la droite ultra-identitaire, ce n'est que l'expression de la rationalité pure et du bon sens, je suis pas sûr. C'est pas sûr non plus. C'est pas ce que je te dis. Hein. Je dis juste, je suis pas sûr. Hein. Moi, parmi la droite, il y a énormément de gogoles, je te l'accorde. Force est de constater qu'aujourd'hui, tu vois, tu as la gauche, tu as la gauche qui concrètement est représentée par le wokisme, et tu as l'extrême droite, qui est tout ce qui est à la droite de cette gauche woke, en fait. Après, la majorité, c'est quand même le centre. Hein. Faut pas oublier qu'il y a une majorité. C'est ça qui est absurde, hein, mais... Alors, j'ai croisé quelques woke de droite. Tu vas avoir des gens de droite qui vont dire la même chose. Regarde, ça vient Jean Robin qui te dit que Zemmour est marxiste. Hein? Oui, mais là, on rentre dans des espèces de Pokémon et dans des espèces d'épiphénomènes. Hein. Il faut déjà aller chercher bien à la droite de la droite pour tomber sur des gens qui voient dans toutes les nuances qui ne se rapprochent pas de l'extrême turbo méga droite du wokisme. J'en connais quelques-uns, mais généralement, c'est des Gogol 88. Il n'y a pas beaucoup de différence avec les woke au final. Hein. Il y a juste les mots qui changent, mais la logique est la même. Par contre, on ne les voit pas beaucoup dans les médias. Hein. C'est pas eux qui dominent. Ah bah non, Macron, forever. Psycho, tu disais? Non, je disais 88, mais c'est quoi? C'est le département? Non, en fait, t'as les Gogol 88, 88, c'est en gros, c'est une sorte de symbolique. J'ai pas toutes vos rêves. Non, c'est même parce que je fous dans un débat politique, il y a plein de choses, oui, c'est pas que ça c'est pas SS, la 8e lettre de l'alphabet et le H, 88, ça veut dire I Hitler. Voilà. Oh la vache, d'accord. Excusez-moi, j'ai pas toutes les rêves par cœur. Je ne suis pas un bon SS, excusez-moi les copains. Voilà, il y a des gens qui mettent des termes. À l'aide. Désolé. Globalement anti-islam. Voilà pourquoi. Alors attends, pourquoi je sais pas si la personne a dit voilà pourquoi tu es de droite, mais voilà pourquoi on te qualifie à droite. Ah non, ça je vais l'entendre. Voilà, on commence enfin à avoir un truc. Alors libéral, je l'assume. Anti-islam, ça veut pas dire grand-chose. Si, c'est être doté de bon sens de manière moderne. Alléluia. Ça veut rien dire. Anti-islam. Je sais pas, j'ai pas l'impression de tenir le discours d'Éric Zemmour sur l'islam. Non, je pense pas non plus. Quand même. Après, il y en a qui vont dire que oui, et j'imagine que pour me contredire, on va me dire si, je sais pas quoi et tout, mais je pense pas du tout. Oui, on en est allé assez loin, ou sinon c'est que les gens connaissent pas ton contenu. Quoi. Les expressions les plus radicales des religions n'ont pas leur place dans une société comme la société française. Tu peux appeler ça de l'anti-islam. C'est juste que circonstanciellement, la communauté avec laquelle nous avons le plus de problèmes visibles n'est pas la communauté catholique. Eh bien, mettre en avant cet état de fait ou accepter cet état de fait, c'est d'être d'extrême droite, Greg. Désolé de te non. On ne peut pas en faire ça. On ne peut pas. Attention à la causalité. ouais, la causalité. Et du coup, vous qui êtes expert en politique, qu'est-ce qu'on fait des apolitiques comme moi? L'apolitisme est un doux euphémisme. Ce n'est pas parce que tu ne te reconnais pas dans un parti qu'à chaque instant, à chaque fois que tu prononces une phrase ou que tu as un avis, il n'est pas catégorisé à droite ou à gauche. Ça, on est d'accord. L'apolitisme. S'il joue que la Xbox et qu'il donne son avis, du coup, il est pas forcément. En fait, là, pour moi, l'apolitisme, c'est vrai. Non. Merci HP. Qui est un spectre politique, oui, mais en fait, pour moi, l'apolitisme, c'est ne prend pas part au militantisme et à l'activisme politique, en fait. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, la plupart des gens sont apolitiques. Et merci beaucoup, Lavos. Bah, c'est ça, en fait. Ils donnent leur avis et puis c'est tout. Et c'est tout. En fait, est-ce que ça fait pencher l'un côté ou l'autre? Ça les intéresse pas. Ils donnent juste leur avis. Est-ce que ça aide à faire avancer une idée ou une autre? Ils s'en foutent. Ils donnent juste leur avis. C'est ça pour moi vraiment apolitique. Le problème, c'est qu'entre l'apolitisme et le politisme, entre gros guillemets, il y a plus tant que ça de différence, hormis un procès d'intention qui va être fait. Et malheureusement, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête quand tu dis ce que tu dis? Est-ce que certaines personnes vont te prêter des plans diaboliques pour faire valoir un camp ou un autre, ou est-ce que les gens vont comprendre que t'en as rien à foutre? Et même si tu leur disais que t'en avais rien à
foutre, est-ce qu'ils te croiraient de Non. surcroît? En fait, entre moi qui dis, je sais pas moi, j'aime pas les Arabes, et toi qui dis j'aime pas les Arabes, il y a pas de différence, tu vois. Mais c'est toujours super. C'est toujours super. C'est vrai que l'injonction à la politisation. Alors moi, je vais pas, bien sûr, c'est mon boulot, donc je vais pas cracher aux gens je vais pas revendiquer le droit d'être apolitique. Ce serait ridicule. Je ne suis pas apolitique, mais c'est vrai que cette injonction à la politisation. À choisir ton camp en fait. Est devenu vraiment insupportable. C'était un bon mot de Mitterrand au départ. Hein. Il disait un centriste, c'est quelqu'un qui n'est ni de gauche ni de gauche. C'est une blague au départ. Enfin, c'est un jeu d'esprit, mais il y a des gens qui ont le droit entre guillemets d'être centristes, quoi. C'est-à-dire des gens qui ont le droit d'être un peu dans cette utopie du non-engagement, de dire qui recherchent un peu d'être dans le sophisme du juste milieu, si tu veux, mais il y a pas au-delà de ça, à la radicalité. Moi, ce qui me gave au-delà de ça, c'est les gens, que ça soit de gauche et de droite, c'est que tu as l'impression qu'ils sont obligés de vérifier de quel bord politique est la personne en face avant de nouer des liens un peu d'affection, ou à savoir s'ils peuvent parler, ou savoir s'ils peuvent rentrer dans le groupe et tout. Il faut d'abord qu'ils se renseignent, savoir s'il est dans le même moule ou du même côté. Ça fait vraiment Jedi, quoi. Soit c'est les Sith, soit c'est les Jedi. C'est ça, et je maintiens pour rencontrer énormément mes abonnés woke. Encore une fois, c'est une injonction de groupe, et que quand tu les prends en tant qu'individu sans le regard du groupe et de leur communauté, ces gens-là sont infiniment plus ouverts, infiniment plus, même s'ils ne partagent pas tes idées, mais prennent infiniment ce plaisir que moi je peux prendre à discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Parce qu'il y a un plaisir là-dedans aussi, que les gens n'arrivent pas à comprendre. Alors, le problème, je dirais que Greg, c'est que les woke se surveillent entre eux. En fait, il y a une course à la bienveillance qui est réalisée à partir du moment où ils sont surveillés par un autre de leurs collègues qui pourrait les faire plonger. C'est un milieu très malsain. Oui, c'est ça. Mais tu vois, alors le truc qui est assez rigolo, comme ça, oui. j'ai une sacrée ordre, j'ai une sacrée. Oui, t'as une meute. Pas une meute, c'est pas le terme, c'est une sacrée équipe de modos. J'ai une dizaine de modérateurs, tu sais, quand je stream. Je croyais que c'était les gens qui t'harcelaient au début. Non, j'ai une sacrée équipe de modérateurs, je crois qu'ils sont une dizaine maintenant. Une horde, alors. Mine de rien. Et parmi eux, il y a des féministes ultra endurcis, il y a des LGBT, il y a des racisés, il y a même un progressiste. Et ça se passe nickel. Mais tu vois, ils sont bioéquitables, en fait. Ils sont humains. Ils sont pas, ils ont leur avis, on n'est pas d'accord sur des sujets et tout, mais ils sont humains, ils sont ouverts à la discussion et on discute en toute amitié et ça passe super bien. Et c'est mes modos en qui j'ai confiance en fait. Et même eux, des fois, ils se disent mais putain, mais les mecs, ils abusent tellement. Sur les réseaux sociaux. J'en avais parlé avec ton pote qui était venu chez toi ou je sais pas quoi là, qui effectivement, Bren, qui. Il y a un plaisir chez les gens à s'encanailler avec des gens qui sont pas d'accord comme eux. Moi, quand j'ai joué pendant 2 ans ou 3 ans à Opéra, donc vraiment un quartier très riche, et tous les soirs, 50% de la salle c'était des gens qui me connaissaient pas, et une majorité de ces gens-là étaient des gens de la bourgeoisie parisienne qui venaient s'encanailler à écouter des trucs subversifs parce que ça leur faisait du bien. Puis le lendemain, ils retournaient au boulot dire des mondanités sur le bien, le mal, le progrès, la paix. Enfin, tu vois. Mais ils prenaient un vrai plaisir à ça. Et je pense que ça leur était, ça leur faisait du bien en fait. Ça leur faisait du bien, quoi. Et c'est vraiment visible. Il y a des gens. Le rapport social en fait. Le rapport social est ultra important. C'est bien d'être confronté à des choses qui... C'est le principe de mon émission. Hein. Moi, c'est pour ça que je la fais. C'est que je sais que les gens ils me disent ah mais ton émission elle est géniale et tout. Et à chaque fois je dis mais en fait moi à la base voilà j'avais fait ça. Je me suis dit c'est une bonne idée tu vois. Et je pensais pas que ça marcherait. Mais pourquoi? Parce que bah oui je donne vraiment la possibilité à des gens qui en principe ne devraient pas se parler on va dire sur cette plateforme. Peuvent se parler, échanger, voire débattre même en live, hein, ça leur permet de se confronter, et le public voit ça, et du coup il y a des gens qui discutent, même dans mon Discord, hein, on peut passer d'un mec paganiste, ancien néo-nazi, à des gens d'ultra-gauche radical, à des gens confus comme Pollux et d'autres, etc., des gens plus posés, des gens super détendus, et Modo c'est pareil, c'est un peu comme chez Psycho, c'est des gens très calmes, qui sont plutôt discrets la plupart du temps, parce que voilà, c'est une nécessité aussi d'avoir ça pour...
Voilà, pour pas que ce soit tout n'importe quoi. Mais c'est vachement cool, quoi. Et il faut apporter du rapport social et du lien, parce que le lien humain, c'est plus important en réalité que toute bataille politique, parce que tu construis plus facilement en connaissant les gens qu'en ayant des programmes, en fait. C'est triste, mais voilà, au niveau de nos rapports, déjà à notre échelle. Et après, on verra pour changer le monde et la France, hein, mais je sais pas, c'est super important, quoi. Et je comprends pas qu'on puisse se bloquer de ne pas parler avec certains d'un camp, ou comme j'entends souvent à gauche, ouais, mais sortir avec une femme ou un homme qui ne serait pas de mon camp politique, ou même à droite, j'ai entendu ça, c'est débile, quoi. Enfin, vous pouvez vous Il y a entendre. quelqu'un qui dit dans le chat, Psychoscan, Alain Soral pour le rouge-brun. Voilà, là c'est un exemple pertinent. Oui. Parce que le mec a vraiment été rouge et vraiment été brun. Donc là, tu as effectivement quelqu'un qui va te faire l'apologie de dignitaire du Troisième Reich, et effectivement quelqu'un qui a eu une carte au PCF. Là, je veux bien qu'on me parle de rouge-brun. Papacito, ça. Voilà. Papacito, ouais, il y aurait peut-être un côté un peu rouge-brun, peut-être, ouais, c'est vrai. Dans l'idée, un côté un peu radical, limite. Il était ultra communiste en Espagne ou un truc comme ça à la base. Ouais, C'est ça qu'il avait raconté. Ouais, Ouais. ses parents. On a conservé son discours économique marxiste. Il y a un côté radical, tradi, catho, qui est particulier aussi dans certaines prises de position. Alors que toi, Greg, ce qui est marrant, c'est que certains te voient comme islamophobe ou raciste, mais Greg, c'est quand même le genre de gars qui défendait la liberté d'expression. Alors, je sais pas pour Pendez les Blancs, je me souviens plus, mais en tous les cas, tous les rappeurs, et peut-être même Pendez les Blancs, je crois que t'étais contre la censure, en fait, tu trouvais ça stupide. Ça, la Médine, j'ai c'est ça, hein. toujours dit que j'étais pour. Y a pas de problème. J'ai estimé que c'était pas une bonne idée que Médine se représente au Bataclan. J'ai été contre C'était l'interdiction. maladroit, quoi, en gros. Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'ils se rendent pas compte de ce côté de liberté d'expression, quoi. Non, mais là-dessus, moi, je vais aller jusqu'au bout de ma pensée. Bah non, tu veux pas. Je suis cohérent là-dessus. Je peux pas avoir la conception libérale qui est la mienne de la liberté d'expression et te dire qu'il faut interdire. Médine. Bah non, ça marche pas. Parce que ça marche pas, en fait, en vrai. Ça ne marche pas, ce truc-là. Mais ne penses-tu pas que toute liberté d'expression doit quand même être encadrée et qu'il y a un pas entre la liberté d'expression et l'incitation à quelque chose? Bien sûr, il ne faut pas qu'on en arrive au stade où on en est, ou en critiquant quoi que ce soit, on arrive directement à l'incitation. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut avoir des principes généraux, il ne faut pas avoir peur d'affronter les cas particuliers, c'est-à-dire de discriminer. Sinon, on se met à vivre dans des sociétés de la dictature de la pensée totale, on se met à être dans des sociétés avec des lois complètement liberticides, parce qu'on n'ose pas s'attaquer aux cas spécifiques et qu'on préfère légiférer pour la majorité, parce que quelques cons font chier, et que ça devient des sociétés absurdes, où on va te mettre 500 000 caméras de surveillance dans une ville, parce qu'il y a une cité de 80 connards qui emmerdent tout le monde. C'est absurde, c'est grotesque. Alors que ça irait beaucoup plus vite à juste s'occuper de ces 80 connards. Exactement, et que ce serait beaucoup plus efficace. Donc on fait des tyrannies de la collectivité par peur de régler les problèmes de façon individuelle, et qu'on vous dise « Ah oui, mais regardez, vous avez du 2 poids 2 mesures ». T'as pas du 2 poids 2 mesures, tu as une appréciation. Tu as une appréciation de chaque cas. Et voilà. Donc, je pense que la gestion du Covid n'a pas été un peu gérée comme ça. Bien sûr. Ça serait bête. Elle a été complètement gérée comme ça, puisque tout ce délire est arrivé, entre autres, parce que quelques juristes, quelques connards de juristes, nous ont expliqué qu'au nom de l'égalité des citoyens devant la loi, on ne pouvait pas ne vacciner que les personnes âgées et les personnes à risque, parce que ça créait une discrimination au sein de la société. Et c'était absurde. Pour quelques millions de vieux, on en a fait chier 65 millions de personnes, y compris des enfants mineurs. Donc c'est grotesque, parce qu'on n'a pas voulu discriminer. Pour qu'au final, je te dirais on même. nous explique quelques années plus tard que les vieux doivent être vaccinés, forcément, mais pas les autres. Là, c'était typiquement un moment, exactement, c'est très bien que tu le cites, c'est typiquement une illustration du moment pur où nos principes moraux, juridiques, qui nous ont empêchés au nom de la discrimination, c'est-à-dire du choix de quelques personnes, on a préféré imposer un truc à la collectivité. Je dis pas qu'il fallait pas se faire vacciner, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que la raison juridique qui avait été invoquée au début, c'était on ne peut pas discriminer les vieux, donc tout le monde doit être vacciné, même les personnes qui sont pas à risque. Le principe de raisonnement était débile.
Qu'est-ce qu'il y avait de discriminant à dire? Nous allons protéger une catégorie de la population. C'est absurde qu'on ait raisonné comme ça. Et ça, c'est typiquement notre société. C'est typiquement notre société. On n'ose pas. On n'ose pas dire, voilà, il y a quelques personnes, peut-être, qui doivent être soumises à une réglementation particulière. Et tout de suite, tu as toujours un con d'éditorialiste pour te dire, ah, mais c'est comme ça que l'on raisonnait en 1940. Mais ferme ta gueule, putain. C'est d'autant plus dégueulasse que... L'égalitarisme brut se baserait quand même sur l'idée que tout le monde est pareil. Ce qui est faux, en fait. Si on veut tendre vers une égalité effective, en fait, il faut prôner une forme d'équité en termes de loi. Mais non, moi, mais ça c'est me fait normal. penser à un truc qui m'avait bien choqué, c'est que je suis tout à fait d'accord avec Greg, et par contre, de temps en temps, ça les dérange pas de tordre au pied leur fameux sacro principe par rapport à la certaine égalité. J'ai pour exemple, quand on était sous semi-confinement, on avait interdit les rassemblements du fait du Covid, on avait considéré par contre que du fait des élections présidentielles, les meetings politiques n'étaient pas concernés. Là, par contre, on a fait une exception. Non, mais alors les trucs du Covid, c'était un une histoire enfer. d'immunité collective et pas de discrimination. Alors, je pense peut-être me tromper, que ce narratif est venu après, mais je suis persuadé que dans un premier temps, parce que ce narratif a été tenu, le gouvernement a dit, nous ne vaccinerons pas qu'une partie de la population parce que c'est une rupture. Tous les éditorialistes à la télévision défendaient ce truc-là parce que c'est une rupture de l'égalité des citoyens devant la loi. Non, mais bien sûr. Mais La pour question ça... scientifique, je t'aborde pas la question scientifique, je te parle de l'argument juridique, bien sûr. C'est une question sanitaire, scientifique, économique aussi. C'est une question de plein de choses, cette histoire de façon dont on a traité le Covid. Mais au tout début, l'argument juridique de la vaccination a été on ne peut pas vacciner une partie de la population. Ça a été dit mordicus. Et les premières décisions ont été prises au nom de ça. Après ça, Greg, ne penses-tu pas... Parce qu'au début, c'était pas encore des histoires de couverture vaccinale, c'était pas encore... Enfin, cet argument juridique a été tenu. Je te dis pas que l'argument de l'immunité collective ne tenait pas. Je te dis que l'argument juridique ne tenait pas. Je sépare bien les deux arguments. Tout à fait, mais c'était un autre... Vas-y. Ah, vas-y. Excuse-moi, Patrine. Patrine, vas-y, Patrine. Ok, Non, vas-y. Mais vas-y, Zef, je me tais. Ah, trop de politesse. Zef, vas-y. Et après, Patrine, et ensuite on conclura. Oui, j'allais te dire, Greg, ne penses-tu pas que tout ça, c'est enfin, voir la cohérence comme une fin en soi n'est peut-être pas un petit peu se tromper de combat? J'entends par là que si je prends une vision un petit peu complotiste, tout ce que j'ai vu, c'est un gouvernement qui testait à quel point il pouvait asservir et se foutre de la gueule de sa population, et ce très facilement. De là à dire que c'est la chose qu'ils ont faite, je ne sais pas. Mais il est évident que cette crise a été un moyen d'expérimentation du gouvernement, de savoir à quel point ils avaient la possibilité de... Oui, c'était un test de la soumission des masses. Mais le Conseil de défense sanitaire est devenu un Conseil de défense sanitaire et sécuritaire. C'était aussi, est-ce qu'on peut expliquer aux gens qu'on va gouverner à 5 dans une salle pendant 2 ans? Bah ouais, ça passe, putain. Bordel de merde, ça passe. Donc après, t'as qu'à décliner. Et aujourd'hui, on a 5 personnes qui décident pour la Russie, et puis demain, on aura 5 personnes qui décideront pour la crise énergétique, et puis après-demain, on aura 5 personnes, jusqu'à ce que nous soyons habitués au fait que la démocratie est un plaisir ou un passe-temps de temps de paix. Quoi. Mais je trouve que c'est pas mal l'état d'urgence sanitaire. On nous l'avait pas encore faite pour justifier la dictature. Et apparemment, ça marche bien dans les masses. Effrayez-les un petit peu et ils marcheront aux ordres et au pas. Bah, effectivement. Alors, Patrine, tu voulais dire quelque chose, justement. Juste pour revenir sur ce qu'on disait, c'est qu'en fait, à un moment donné, je sais pas si tu te rappelles, tu as été concerné aussi, Greg, vous n'aviez pas le droit de faire de concerts, vous n'avez pas le droit de faire de spectacles, parce qu'il y avait une interdiction de réunion, etc. Mais par contre, les meetings politiques n'étaient pas concernés. Exactement. Tu vois? Et ça m'énerve, parce que du coup, dans certains cas, ils arrivent à être le sens pragmatique. Alors moi, je trouve que c'était pas pragmatique et pas justifiable. Bon, on peut en discuter. Mais par contre, tu vois, comme quoi, quand ça les arrange, les règles, ça les concerne pas, tu vois. C'est l'exemple, c'est-à-dire on a interdit, je me souviendrai même, je crois me souvenir que tu avais un gars comme, comment il s'appelle, un chanteur blond, Julien Doré, qui avait dit, bah ok, je crée un parti politique et je fais des meetings politiques pour faire mes concerts, l'entrée est payante. Idée aussi.
T'aurais dû faire ça en binôme avec lui, tu sais, avec Julien Doré. À la limite, pour Julien Doré, tu peux te faire baiser en disant que il détourne le truc. Mais alors, franchement, moi, si je le fais, j'attends de voir un juge d'instruction qui explique qu'un mec qui parle pendant 1h30 de politique sur scène, c'est pas un meeting politique. Vas-y, explique-le-moi. Pour quel motif? Parce que les gens rigolent? T'as déjà été à un meeting de Mélenchon? Vas-y, explique-moi pourquoi c'est différent. Il y a des gags, c'est écrit, c'est un spectacle. Il y a des gags, c'est préparé, hein, c'est vraiment préparé. Il y a des applauses, il y a une mise en scène. C'est clairement mis en scène. Tu peux m'expliquer la différence? Ah, moi j'attendais de ça. J'attendais vraiment qu'un juge soit obligé de statuer quelle est la frontière entre le discours politique et le meeting politique et le spectacle. Ils diront qu'il faut avoir un parti en fait. Je pense que c'est ça en fait. Le seul truc qui va jouer, c'est le parti. C'est faut avoir un parti derrière soi parce que bah voilà, c'est de bon ton d'être financé et puis voilà, tu crées ton parti et là ils sont baisés par contre. Et ça prend 2 heures, c'est une assoce 1901. C'est pour ça que ça peut être marrant. Et un parti politique, c'est une association juste 1901 classique. C'est une association. Mais Psycho, on crée un parti. Putain, on fait de la moula. Attends, mais je savais pas, moi, il y a un parti politique, c'est juste une association à la base. Mais oui, ils ont tous des micro-partis pour après faire des SCI à leur nom. Enfin bref, bon, passons. Et Subman, tu finances finance le parti avec d'autres gens là. S'il y a des gens, il y a des mécènes pour un parti politique avec Greg et tout, parce que d'habitude. 1901, et puis tu coches la case parti politique. Hein. Ah, ok, d'accord, je savais pas, je pense que c'était un truc spécial. Après, attends-toi à être fiché, hein. Donc bon, toi tu l'es déjà, ça va. Il y a des règles spéciales, par exemple, quand tu es en campagne, par rapport à tes fonds propres, par rapport à tout ça, il y a des règles spécifiques. Mais à la base, la forme politique, si je dis pas de conneries, c'est un simple 1905. Hein. C'est un simple 1905. D'accord, ok, je savais pas. Une association. Okay. C'est une association à la base. Okay. C'est pour ça qu'ils peuvent réclamer plein d'argent, c'est des dons, du coup ils sont pas, tu vois, genre, c'est défiscalisé et tout, faites des dons. Comme ça les gens, les riches, ils font des dons, mais comme ça ils payent pas d'impôts. Je voudrais lui répondre là. Vas-y. Greg se prétend de gauche, mais en même temps il se dit aussi chiant les gars. Et fan d'Aleister Crowley. Contre le communautarisme et pour l'entraide communautaire des francs-maçons. Qui vient faire Crowley ici? D'accord, ok, vas-y. Vas-y, oh là là. Crowley est-il de gauche? La gauche chrétienne, ça existe, hein. Je veux dire, tu signes pas un paplard qui te dit vous avez pas le droit d'être chrétien. Hein. Ah, puis Crowley, c'est un peu une cachin quand même. La gauche chrétienne, ça te vachement céder. Alors, qui est Crowley? Alors, Crowley, c'est sorcier anglais, on pourrait dire. Un gars qui a fait toutes les loges initiatiques quasiment de son époque, qui a fini un peu en mode gros camé. C'est pas lui qui a écrit la Bible satanique? Si, non, ça c'est Lavey. Mais Crowley, il a écrit, je sais plus, c'est Greg qui va nous compléter tout ça. Mais en gros, voilà, Aleister Crowley, très grand personnage de l'époque qui a inspiré des Rolling Stones, etc. Figure anglo-saxonne de l'ésotérisme britannique. C'est un mec qui, alors pour le coup, tu pourras voir éventuellement une opposition entre. Je vais te les défendre, hein, les oppositions. Greg se prétend de gauche et en même temps il se dit aussi chrétien. Bon, je vais pas te renvoyer aux auteurs de la gauche chrétienne, ils existent. Et fan d'Aleister Crowley. Alors, être de gauche et fan d'Aleister... Alors déjà fan, faudrait qu'on m'explique. Si tu me demandes sur le plan théorique ce que je pense de Crowley, c'est pas... Il y a beaucoup de choses à revoir et ça a été revu d'ailleurs dans ces milieux-là à partir des années 70. Je suis beaucoup plus, si tu veux savoir de qui je suis fan, lis plutôt le livre du plaisir de Stinus Menschper, qui est pour moi un des plus grands livres du XXe siècle. Greg, et qui est un disciple d'Aleister Crowley. Greg se prétend de gauche, en même temps il se dit chrétien, bon ça on a vu, et fan d'Aleister Crowley. Oui, excuse-moi d'être de gauche, et d'avoir une certaine admiration pour le personnage historique qui a été probablement le plus grand emmerdeur que la société britannique bourgeoise ait connu. C'est clair, c'était un vrai punk. Hein. L'homosexualité, la bisexualité, la liberté sexuelle, la liberté religieuse, la liberté d'association, les partouzes, la légalisation des drogues. Donc tu vas pas me dire que le mec est pas de gauche. Même si, bon voilà, après non en fait. C'est avec les nazis, Greg, aussi, tu as oublié. C'est exactement comme si tu disais, enfin je veux dire, le plus grand fan d'Aleister Crowley, c'était les mecs de Led Zeppelin. Donc au bout d'un moment, tu peux être de gauche et aimer Aleister Crowley, comme en général t'es de gauche et t'aimes bien Woodstock. Oui, ça y a pas de... fan d'Aleister Crowley, j'ai jamais dit que j'étais catholique. Avec les fans du film d'Arche d'Alliance aussi. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui imaginent que t'es catho. Je suis pour le communautarisme et je suis pour l'entraide communautaire des francs-maçons, absolument pas. Mais il y a que moi que ça étonne. Largement cette entraide communautaire des francs-maçons. Et t'as même dénoncé les fraternels d'ailleurs. L'entraide communautaire des francs-maçons, t'as le droit de t'entraider comme t'as le droit de t'entraider dans n'importe quelle association, pour commencer. Maintenant, les magouilles qui sont faites en maçonnerie au nom de l'appartenance communautaire, mais c'est une des raisons pour lesquelles je suis parti. Donc, dis pas de conneries. C'est pas exactement la même chose, et surtout que, comment dire,
tu peux, enfin, être maçon ne fait pas forcément de lui, du coup, quelqu'un qui trempe justement dans toutes ces affaires et peut être totalement opposé à ça. Après, tu peux être effectivement maçon pour le rite initiatique. On n'ose pas le faire en France à cause du régime de Vichy, mais en Angleterre, si tu es franc-maçon et que tu es député, tu es obligé de le dire. En plus. Donc, on nous soit dit, moi j'ai failli être franc-maçon, j'ai été inventé 1 ou 2 fois à une loge, je tiens à dire que la franc-maçonnerie, c'est du Discord à l'époque où Internet n'existait pas. C'est ça, oui, hein. c'est une sorte de truc où tu te rassembles entre gens. C'est rien de plus, c'est des gens entre eux qui discutent et qui refont le monde. Après, il y a quand même il y a une initiation qui peut être particulière selon... Je préfère dans Benjamin Guette. Bah après, c'est pas Benjamin Guette parce que t'as un peu plus de théâtre, genre c'est un peu plus, tu sais, genre tu te crois un peu dans une séance un peu étrange. Souvent, quand on va parler de franc-maçonnerie, quand c'est connoté, ça va être plutôt ça. On va dire. C'est rarement la Grande Loge c'est rarement le Grand Orient, pardon. On est plus sur des trucs proches de la Grande Loge, Memphis, etc. Parce que on aime bien ce folklore en fait par rapport à la maçonnerie. Les gens n'imaginent pas que c'est juste un club de réflexion sur des idées pour plancher et où tu vas fermer ta gueule pendant 1 an, etc. Psycho. Ouais, du coup, parce que moi, vous parlez comme si c'était normal et personne s'inquiète dans le chat. C'est quoi cette histoire de on peut pas être chrétien et de gauche en même temps et ça choque personne? Non, c'est Crowley. Non, c'est Crowley en fait. Crowley, vu que c'est une sorte de sataniste pour les gens. Ah. Du coup, c'est de branche à lui. Et puis après, c'est Crowley qui est particulier, mais c'est genre, il y a plein de choses qui. Et puis chrétien, si, avec le côté catho-tradi. Voilà. Non, mais pour les gens, c'est une sorte de sataniste, je dis, dans l'idée. D'accord. C'est de la magie, mais. Il s'est renommé The Great Beast 666, mais pour faire chier le monde. Ouais. Et ses parents aussi, j'imagine, en même temps, par réflexe, parce qu'il avait été obligé de lire la Bible, en fait, gamin et tout. Ses parents tenaient une brasserie, enfin, c'était très particulier comme ambiance à la maison. Et les gamins s'est révolté complètement, quoi. C'est un vrai révolté de son époque, en fait, quoi. C'est vraiment ça. Et Crowley, c'est vrai que toi, t'as été quand même dans des émissions. C'est surtout un des derniers grands aventuriers contemporains. Aussi, au sens d'une époque où il y avait encore un monde inexploré, où on croyait encore qu'il y avait un monde inexploré. Et puis il allait partout, il allait en Inde, etc. Il allait voir tous les gourous. C'est lui qui a apporté l'hindouisme en Europe. Hein. Il a été le grand traducteur européen de tous les textes fondamentaux de l'hindouisme. C'est grâce à lui qu'on a ça. Enfin, entre autres, mais il a été un grand voyageur d'Orient. Enfin, c'est une vie folle. Après, bien sûr que... Je peux me permettre de rajouter un petit truc par rapport à Crowley. C'est aussi l'instigateur de toute la théosophie avec Blavatsky et il est à l'origine des mouvements New Age aujourd'hui qui polluent en fait tout notre on va dire cette néo-spiritualité complètement abattardie, vulgaire et simpliste. C'est pas lui, il est pas responsable en soi, mais il est quand même à l'origine de ça. En fait, c'est pas. Mais après, il n'y a pas des masses de gens dans le New Age qui se revendiquent de Crowley. Ouais, non, après, quand même plus Blavatsky et Steiner, en fait. C'est à cause de Jean Jaurès qu'on a eu le wokisme. Enfin, là, je grossis, mais il y a un écart historique qui est un peu important quand même. C'est plus Blavatsky, en fait. Aujourd'hui, tu vas plus retrouver des références à Blavatsky et Steiner, Bailey aussi, et Steiner. Ah non, mais Greg, tu l'as dit, c'est lui qui a ouvert un peu la voie à l'Occident, le bouddhisme. Donc du coup, c'est ça, c'est cette réunion entre l'Occident et l'Orient, c'est lui qui est à l'origine. Et Blavatsky, finalement, elle a fait que se faire le relais de ça. Voilà, c'est ça. Oui, bien sûr, sa vie est passionnante et après, j'aime bien ce genre de personnage, voilà, bien plus importante que celle d'un Anton LaVey qui est un peintre en bâtiment reconverti à la tête d'une secte. C'est rigolo, lui. Mal digéré. Non, Crowley, c'est bien plus intéressant. C'est surtout bien mieux écrit et bien plus poétique, parce qu'il y a une poésie aussi. Enfin, au bout d'un moment, on reconnaît que c'est poétique des écrits d'une personne. Il y a Tracazan qui a une bonne question. Il dit: je comprends pas comment on peut défendre Crowley parce que c'est un emmerdeur et moquait les 68 arts qui avaient comme figure Sade et compagnie. Bah, j'ai un certain respect pour les gens qui se dressent seuls face à leur époque. Ouais. Je suis intervenu tout à l'heure de manière un peu brutale, mais il a quand même été plus ou moins soupçonné, et je pense qu'il y a une part de vrai là-dedans, vu le personnage,
comment dire, de zoophilie, pédophilie, non, par rapport aux nazis, il était plus ou moins espion, c'est plus ou moins. Oui, il a beaucoup voyagé. Il a beaucoup voyagé pour beaucoup d'intérêts très étranges. Ambigu, mais il bon. était de partout en fait. Aussi pour il était très ambigu. Après, sur les trucs de pédophilie, il n'y a absolument rien d'avéré et c'est très probablement faux. Sur le fait de tuer des enfants, c'est probablement la plus grosse fake news du siècle. Ah, par contre, je crois qu'il y a une histoire avec une chèvre, quand même. Il y a un truc bizarre. Mais si tu veux, étant donné que le mec devait recevoir 2000 courriers par jour de bourgeoises anglaises qui voulaient se faire sodomiser par Crowley, je pense qu'il avait autre chose à foutre que de baiser des chèvres. Et ça, avant Internet, hein. Non, mais je crois que c'est pas lui qui l'a baisé, par contre. Je crois qu'il a fait baiser une chèvre à quelqu'un. Je crois que c'est plus ça. Oui, parce que Crowley, c'est une sorte de sadique, un petit peu aussi, un petit peu quand même. Et il me semble que... Alors, j'avais vu ça dans un documentaire, je crois que c'est le Meta TV anglais, mais je crois que c'est vraiment Meta TV, ça s'appelle. Et du coup, t'as un documentaire en anglais et ils vont visiter cette maison et tout, et il me semble qu'il avait fait sodomiser une chèvre à un gars. Donc voilà, c'est possible qu'il ait demandé à quelqu'un de faire ça. Voilà, oui, c'est mourir de rire en vrai, mais c'est horrible en même temps. Mais voilà, bon bref, c'est voilà. Excusez-moi pour ce petit entracte sur les animaux. Du coup voilà pour Crowley. Bon, bah, c'était un bon tour. Mais vraiment sur l'ésotérisme, on va se faire le chapitre 2, un de ces 4, ça va être bien aussi. Et là tu découvres les orgies de Crowley, c'est chrétien. Je sais pas, est-ce que les orgies gnostiques des 4 premiers siècles de la chrétienté, c'était chrétien? Toi, tu diras que non, moi je dirais que oui. Il me semble que Crowley, en fait, c'est devenu aussi une personne du folklore pop culture anglais, parce que Crowley, il y a un jeu de mots anglais disant que c'est le rampant, dans le sens, celui qui rampe, c'est-à-dire le diable, en fait, tu sais, sous forme de serpent dans le Jardin d'Éden. Et je crois que ça a été repris par Neil Gaiman dans son bouquin Good Omens de Bon Présage. Mais Crowley est partout en fait, enfin partout. Et dans plein de références musicales. C'est des chansons sur Crowley. Oui, Mr. Crowley par exemple. Il y a des chansons, il y a plein de trucs. Après, il a jamais tué d'enfants aussi, parce que alors ça c'est fabuleux comme mythe. Je pense qu'il aimait être super sulfureux, quoi. Il aimait bien faire croire qu'il avait fait les pires dingueries du monde, quoi. Donc. Cette histoire de tuer des gosses, alors ça c'est une fake news d'une... C'est probablement la meuf, c'est la meuf qui devait être à l'origine du décodex. C'est une grosse fake news du journaliste du XXe siècle, c'est qu'à un moment il est interviewé par une journaliste et il dit qu'il tue 10 000 enfants par jour. Mais comme les fils de Sam, tu sais, le flic avait enquêté sur un tueur en série qui finit par croire que c'est des satanistes qui font des meurtres d'enfants ritualisés, etc. C'est en mode hardcore, quoi. Et il avait pété un plomb, le flic. Il avait vraiment cru que c'était des satanistes et tout. Il était parti en vrille totale. Donc c'est vrai que tu te dis, bon, pareil pour Crowley, il devait tellement faire flipper par son mode de vie. C'était un camé et tout. Enfin, c'était vraiment un gars particulier. Avec un look en plus qui, voilà, atypique. Hein, une sorte de mec un peu trapu, chauve, gros. Enfin, gros, pas gros, mais bizarre, quoi. Enfin, il ressemble un peu au pingouin, mais voilà. On est pas à ça quand il était déjà sulfureux. Hein. Ouais, c'est pour ça. Donc tu te dis, bon. Il était beau gosse quand il était jeune. Ouais, jeune, il était beau gosse, ouais. Quand il faisait des on voit en tenue et tout. C'était voilà. Après, il en a énormément rajouté parce qu'il adorait construire son mythe et son image parce que c'est la seule chose qu'il avait. Belle façon de résumer, Bernard qui disait c'est dans le chat. Et non, il en rajoutait. Et quand il dit qu'il tue 10 000 enfants par jour, bien évidemment, en fait, il est en train de dire à la journaliste qu'il se branle tous les jours. Ah oui, ah putain, c'est pas mal. Hein. Bah, il sait pas qu'il y a des millions de... Je sais même pas si les gens le savent à l'époque. Enfin, tu vois, je veux dire, il est en train de dire qu'il tue 10 000 enfants par jour. Parce qu'il est en train de dire je me branle tous les jours. Parce que dire ça dans la société néo-victorienne, l'angoisse, quoi. Tu ne parlais pas de ces choses-là. Mais attends, mais pour resituer, c'est quoi l'époque? C'est quoi? C'est les années 30, 40, 50, 60? C'est avant. On est sur... Avant début du siècle. Enfin, début du... Putain, j'ai l'impression que toujours au XXe siècle, c'est affreux. Oui, c'est entre les deux derniers. Ah ouais, Sherlock Holmes et tout ça. Il est né en 1800, fin des années 1870. Voilà. Ah oui, c'est il est mort en 47. D'accord. Et Blavatsky, c'est à peu près pareil, on va dire. Après, j'ai pas les dates précises, mais c'est à peu près la même chose. Steiner, c'est la même chose. Et tout ça, c'est des néo-spiritualités qui viennent aujourd'hui. Et même dans le wokisme, moi par exemple, c'est une des critiques que je vais faire au wokisme. Bah, il aurait tellement kiffé le Twitter. Mais Twitter et le wokisme du coup pour certains, parce que aux États-Unis tu vois des sortes de branches néo-spirituelles, tu vois, c'est comme les xénogenres, les trucs comme ça, tu vois, ou même il y a des aliens gender, ça c'est c'est étonnant aussi. Mais du coup tu te dis bon, ça c'est des néo-spiritualités d'une certaine manière, c'est-à-dire en gros tu t'attribues une identité, etc. Mais dans un truc plus éthéré, donc dans un monde spirituel. Et après c'est là où
je pense qu'il y a plein de gens aussi qui confondent en fait la magie rituelle, toutes ces choses-là qui sont liées à la spiritualité et la croyance en Dieu peut-être, et le fait peut-être même d'avoir la foi, qui sait, c'est peut-être possible. Et après aussi peut-être aussi des fois pour certains une vraie provocation face à la société pour voilà, c'est une façon d'être ultra punk quoi. Je sais pas comment vous le dire quoi. C'est plus ça dans l'idée. Et après c'est un état d'esprit parce que ça met dans un mood. Il y a Ordali qui dit si, ils savent à l'époque que semence égale bébé, t'inquiète. Non, je voulais dire par là que quand il dit 10 000 bébés, si tu pars du principe que chaque spermatozoïde est une potentialité d'enfant, il y en a bien plus que 10 000. Je dis juste quoi, on savait peut-être pas à l'époque combien il y avait de spermatozoïdes dans une goutte de sperme. C'est ça que je veux dire. Mais pour eux, c'était déjà sacrilège quoi. Donc malheureusement, voilà. Et c'était une époque, et pour choquer à l'époque, Crowley était le maître en fait. C'est un peu le Manson de cette époque-là, quoi. Mais en pire. Donc voilà mes façons de parler. Il est pas content. Quelle âme de MRD. C'est quoi MRD? Je ne sais pas. Et après il y a tout ce qui est Chaos Magic et tout, mais ça ce sera Greg qui en parlera. Moi je vais vous laisser. Mais oui, mais pareil, on va conclure. Bah tiens, dernier mot de conclusion. Alors, Psycho, content de t'être réconcilié avec Pantoufle? Ah non, moi j'attends qu'il s'excuse. Ah oh, putain. C'était pas sincère. Les deux bâtards. Les deux. Mais oui, parce qu'ils sont brouillés les deux là, c'est pas possible. D'accord. Réconciliez-vous et mettez-vous. Arrêtez de vous juger l'un supérieur à l'autre. Ah oui, non mais égalité, réconciliation. C'est une excellente conclusion. Parfait. Avec Soral, comme diraient certains. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été tous aussi présents pour accueillir Greg, encore une fois, Ange Claudie et Psychodélique et Pantou. C'était une soirée incroyable, encore une fois. Je vous dis à lundi, 18h30. Merci à tous. Et puis, on met fin à la soirée. Pas de raid ce soir. On disparaît comme ça dans le brouillard. Et à lundi, 18h30. Bonne soirée. Et puis moi, j'allais me coucher. Et bonne soirée à toi, Greg. Merci beaucoup. Bon courage pour demain, ouais, désolé. Jean-Michel Rollet dans le chat, j'espère qu'on aura l'occasion de parler poliment de ce sujet ultérieurement, parce que c'est très intéressant comme sujet. Il n'y a pas de contradiction. Tu dis on doit pas avoir la même Bible. Effectivement. C'est sûr. On n'a pas tous la même Bible sur notre table de chevet, mais en tous les cas, on passera peut-être tous la même nuit. Et je vous dis à lundi, 18h30. Bonne soirée à tous.